Tom et Jackie Hawkes formaient un couple que beaucoup considéraient comme l'incarnation de l'amour véritable. Leur rencontre remonte à la fin des années 80, lors d'un concours de préparation de Chili. Ce jour-là, quelque chose s'est immédiatement passé entre eux. Tom, ancien militaire devenu pompier puis officier de probation à la retraite, avait déjà 2 fils issus d'un précédent mariage, Ryan et Matt. Jackie, elle, portait en elle les cicatrices d'un passé douloureux. Son premier mari avait perdu la vie dans un accident de moto, accident dont elle avait elle-même réchappé de justesse, avec des blessures si graves qu'elle s'est retrouvée en fauteuil roulant. Mais rien de tout cela n'a altéré l'image que Tom avait d'elle. Il voyait en Jackie une femme lumineuse, courageuse, pleine de vie. Très vite, ils sont tombés amoureux. Jackie, ne pouvant pas avoir d'enfant à cause de ses blessures, a accueilli les fils de Tom comme s'ils étaient les siens, et eux l'ont, avec le temps, reconnue comme une véritable mère. Lors de leur mariage, célébré en 1989, ils l'appelèrent déjà « maman ». Peu à peu, Jackie a retrouvé une certaine autonomie. Ensemble, ils avaient la conscience que la vie était imprévisible, qu'aucun moment ne devait être pris pour acquis. Ils ont alors pris une décision, vivre pleinement. En 2002, ils ont vendu leur maison pour acheter un yacht de 55 pieds qu'ils ont baptisé avec intention « Well Deserved », bien mérité. Un nom qui symbolisait parfaitement tout ce qu'ils avaient traversé et ce qu'ils avaient construit à force de courage et de persévérance. Ce n'était pas un caprice de luxe, mais une récompense bien méritée après une vie de sacrifice. Avant de prendre la mer, Tom et Jackie vivaient à Prescott, une petite ville au nord de la chaîne de montagnes Bradshaw, à environ 144 km de Phoenix, en Arizona. Leur choix de vivre en mer pouvait sembler étrange, surtout que la côte la plus proche se trouvait à plus de 560 km. Mais rien de cela ne les arrêtait. Une fois partis, ils ont vécu comme s'ils avaient toujours été des marins. Ils ont longé la côte du Pacifique, de San Diego jusqu'à la mer de Cortés au Mexique. Ils visitaient de petites villes côtières, exploraient, savouraient une liberté que seul l'océan pouvait offrir. Leur yacht n'était pas un simple loisir. Ils l'avaient équipé pour l'autosuffisance. GPS de pointe, dispositif de localisation d'urgence, système de désalinisation et réserve de nourriture non périssable pour plusieurs mois. Leur mode de vie était simple, mais rempli de sens. Ils appréciaient la tranquillité des levées de soleil et cette impression d'être coupés du monde. Mais aussi fort que soit leur amour pour la mer, quelque chose d'encore plus puissant les a ramenés sur la terre ferme, leur premier petit-fils. Il s'appelait Jace. Tom et Jackie, devenus grands-parents pour la première fois, ont commencé à revoir leurs priorités. Ils voulaient être présents pour les moments précieux, les premiers pas, les anniversaires, les repas de famille. Alors ils ont pris une décision, vendre le Well Deserved et acheter une maison en Arizona ou près de la frontière mexicaine. Une décision guidée par l'amour, mais qui allait, sans qu'ils le sachent, les mener tout droit vers des individus au visage humain, mais aux intentions monstrueuses. Skylar DeLeon ne s'est pas toujours appelé ainsi. À sa naissance, le 12 août 1979, dans le quartier de Sun Valley en Californie, son nom était John Julius Jacobson Jr. Son enfance n'a rien eu d'innocent. Ses parents étaient très jeunes, totalement dépassés par leur rôle. Son père, surnommé Big Johnny, était un trafiquant de drogue condamné. Sa mère, Lynette, l'avait rencontré à seulement 16 ans. Il ne l'a pas seulement initiée au crime, mais aussi rendue dépendante à la drogue. Lorsqu'elle a découvert sa grossesse, elle a voulu avorter. Il l'en a empêché, pas par désir de paternité, mais pour garder le contrôle. Dès son plus jeune âge, John Jr. a été soumis à des violences inouïes. Son père le frappait avec des cuillères en bois jusqu'à les briser. L'enfant était étranglé, giflé, maltraité. La drogue faisait partie de son quotidien. Son père en vendait, sa mère en consommait, même en allaitant. La maison était un champ de bataille. Quand Lynette tentait de fuir, Big Johnny la menaçait ou la battait à nouveau. Et lorsqu'il n'avait plus de quoi payer sa consommation,
Il offrait sa propre femme en paiement. Il s'est ensuite mis à fabriquer de la méthamphétamine pour des cartels mexicains et des gangs de motards. La première réelle opportunité de s'échapper est arrivée lorsque John a commencé l'école. Sa mère, rassemblant son courage, a tenté de fuir avec lui. Elle a demandé une ordonnance restrictive, mais Big Johnny l'a retrouvée, l'a poignardé et a tenté de l'étrangler. Elle a survécu de justesse, s'enfuyant dans la rue, son fils dans les bras. Même après l'arrestation de Johnny, la justice n'a pas su la protéger. À bout, elle a laissé John chez lui, espérant obtenir sa garde par la voie légale. Mais Big Johnny a engagé un avocat, l'a accusée d'être une toxicomane et l'a décrite comme une mère inapte. Elle n'a obtenu qu'un droit de visite limité, rarement respecté. Lorsqu'elle le voyait, elle constatait les bleus, les traces de coups. La violence que John Jr. subissait était méthodique, sadique. Lorsqu'il se rongeait les ongles, son père lui plantait des cure-dents sous les ongles. S'il recommençait, il lui serrait le doigt jusqu'à lui faire mal. Il ne pouvait même pas pleurer. Chaque émotion déclenchait une nouvelle punition. Et comme si cela ne suffisait pas, vers l'âge de 7 ou 8 ans, son père a commencé à le violer. Il le forçait à dormir dans son lit et l'envoyait chez un vieil homme du quartier qui l'habillait en fille pour le photographier. Tout cela se faisait avec la connaissance des compagnes de son père. Aucune n'a jamais tenté de l'arrêter. La seule accalmie est survenue lorsque Big Johnny a été incarcéré pour trafic. John a alors brièvement vécu avec sa mère, qui s'était remariée et avait arrêté la drogue. Mais dès la sortie de prison de son père, il l'a exigé à nouveau et a obtenu la garde. Il a alors décidé que son fils deviendrait une source de revenus à la télévision. Il l'a inscrit à des cours de théâtre, puis dans une agence. John a tourné des publicités pour des marques comme Nintendo, Hyundai ou Buick. À 14 ans, il a décroché un petit rôle dans la série Mighty Morphin Power Rangers. Mais là encore, tout a dérapé. Sur les plateaux, son père le maltraitait verbalement et physiquement. Résultat, il a perdu son agent et sa carrière s'est arrêtée net. Malgré la violence constante et visible, les services sociaux ne sont intervenus qu'au lycée. Des voisins signalaient régulièrement des cris. Lors de son premier entretien, John a tout raconté. Mais l'assistante sociale a convoqué son père à la rencontre suivante. En sa présence, John a changé sa version. Il a nié les violences, prétendant que les Bleus venaient d'un entraînement aux arts martiaux. Elle l'a cru. Le dossier a été classé. D'autres signalements ont suivi sans jamais rouvrir l'enquête. Big Johnny a même réussi à obtenir une lettre d'excuse de la part des services sociaux. La seule personne qui, à cette époque, semblait vraiment se soucier de John était l'ex-mari de l'une des compagnes de Big Johnny. Voyant les difficultés qu'il rencontrait à l'école, cette femme l'avait inscrit à des cours de soutien scolaire et l'avait aidé à obtenir son diplôme de fin d'études secondaires. 5 mois plus tard, à l'âge de 20 ans, John s'est engagé dans la marine. Mais même là, il n'a pas trouvé sa place. Après seulement 14 jours, il a disparu sans laisser de traces. Il a été déclaré en fuite volontaire et 10 mois plus tard, il a été officiellement renvoyé avec déshonneur. C'est à ce moment-là qu'il a changé de nom. Désormais, il se faisait appeler Skylar DeLeon. Une tentative désespérée d'échapper à son passé et de couper les liens avec son père. Mais ni le nouveau nom, ni cette nouvelle identité n'ont suffi à rediriger le cours de sa vie. S'en sont suivies des années d'errance. Il vivait tour à tour chez son père, sa belle-mère ou chez des amis de la rue. Les emplois qu'il trouvait ne duraient jamais longtemps. Les problèmes financiers s'accumulaient. Pourtant, à ce moment-là, il n'était pas encore dangereux. Cela allait changer lorsqu'il fit la rencontre de Jennifer Henderson, une jeune femme qui allait devenir un tournant décisif dans sa vie. Skylar DeLeon et Jennifer Henderson se sont connus au début des années 2000 dans une salle de discussion en ligne. À l'époque, Internet était encore un territoire nouveau pour faire des rencontres, surtout pour des personnes comme Jennifer, une jeune femme issue d'une famille conservatrice de la classe moyenne.
profondément ancrée dans l'Église et les œuvres caritatives. Élève modèle, membre de plusieurs équipes sportives, active dans sa communauté, elle participait régulièrement à des missions humanitaires en Amérique du Sud. Ses parents n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils s'étaient toujours assurés qu'elle ne manque de rien. Après le lycée, elle s'est inscrite à une formation de coiffure, et lorsque, pour la première fois, elle a ramené Skylar à la maison, ses parents ont été agréablement surpris. Il donnait l'image d'un homme poli, stable, responsable. Il prétendait être un ancien marin, racontait sa vie avec assurance, emmenait Jennifer au restaurant et la couvrait de cadeaux. Mais derrière cette façade se cachait un homme sans emploi fixe avec un passé criminel et de lourdes dettes. Quelques mois après le début de leur relation, Jennifer a commencé à avoir des doutes. Ses amis lui conseillaient de ralentir. Il était encore trop tôt pour parler de mariage et d'enfants. Skylar l'a senti. Il ne voulait pas la perdre. Alors, il a eu recours à un geste extrême. Il a emprunté une moto à un ami, est parti faire une virée pour l'impressionner et a eu un accident. Depuis son lit d'hôpital, il l'a appelé, lui disant qu'il était gravement blessé et qu'il avait besoin d'elle. Jennifer est revenue aussitôt et ne l'a plus jamais quitté. L'accident lui a laissé des séquelles. Skylar souffrait désormais d'une blessure permanente à la vessie, ce qui l'obligeait à porter des couches pour adultes. Malgré cela, 6 mois seulement après leur rencontre, ils ont organisé un mariage modeste sur la plage. Peu de temps après, Jennifer est tombée enceinte de leur premier enfant, une petite fille. Mais au moment où ils sont devenus parents, leur situation financière était déjà au bord du gouffre. Skylar était incapable de garder un emploi plus de quelques semaines et Jennifer dépensait sans compter. Elle aimait cette illusion de sécurité et de prestige que lui apportait l'argent sans jamais se soucier de son origine. Les dettes de cartes de crédit s'accumulaient, les revenus étaient inexistants. Un jour, ils ont emprunté 18 000 $ aux parents de Jennifer, prétendant que Skylar allait lancer une entreprise de matériel de plongée. Il a acheté un pick-up, un bateau et de l'équipement. Mais le projet n'a jamais vu le jour. L'argent s'est envolé et Skylar n'avait aucun plan réel. Lorsque les dettes sont devenues insoutenables, il s'est tourné vers la criminalité. Il a trouvé un emploi dans l'entreprise de prêts hypothécaires d'high-tech et a rapidement commencé à arnaquer ses collègues et à cambrioler leur maison. Lors de l'un de ces cambriolages, il a été arrêté et accusé de vol à main armée. Condamné à 1 an de prison, il a néanmoins pu éviter l'incarcération grâce à l'intervention des parents de Jennifer, qui ont accepté de lui verser 2100 $ par mois pour qu'il bénéficie d'un programme de travail aménagé. Mais Skylar a détourné le système à son avantage. Au lieu d'aller travailler, il restait à la maison, s'occupait de l'enfant ou sortait avec ses amis, partageait de la drogue et planifiait de nouvelles escroqueries. Leur maison, à cette époque, n'était qu'un garage dans la cour des parents de Jennifer à Long Beach. Il ne s'agissait pas d'un espace aménagé, mais d'un garage froid, encombré, sans cuisine ni salle de bain. Celle-ci se trouvait dans la maison principale. Dans cet espace exigu vivaient Skylar, Jennifer, leur enfant et une montagne de dettes. Quand Jennifer est retombée enceinte de leur 2e enfant, la réalité est devenue évidente. Skylar ne pouvait plus prétendre être le soutien de famille. Il passait de plus en plus de temps à fantasmer sur la richesse, le luxe, le statut, tout ce qu'il estimait mériter. En roulant dans Hollywood, il observait les villas des célébrités et rêvait d'une vie qu'il n'avait jamais eue. Au lieu d'affronter la réalité, il s'est convaincu que le monde lui devait quelque chose. Et puisque le monde ne le lui donnait pas, il allait le prendre de force. C'est à ce moment-là que Skylar tombe sur une annonce concernant le yacht Well Deserved. Il se montre intéressé par l'achat. Le contact avec Tom et Jackie Hawkes est établi, un contact qui, quelques semaines plus tard, mènera au pire scénario imaginable. Lorsque Tom et Jackie Hawkes ont décidé de vendre leur yacht Well Deserved, ils savaient que ce ne serait pas simple. Le bateau leur avait coûté 290 000 $, et avec les années d'entretien et d'équipement, sa valeur avait grimpé à près d'1 demi-million.
Conscients qu'il serait difficile de trouver un acheteur sérieux dans cette fourchette de prix, ils étaient prêts à faire des compromis. Ils espéraient obtenir entre 400 et 450 000 $, une somme suffisante pour acheter une maison près de leur petit-fils, quelque part en Arizona ou dans le nord du Mexique, et peut-être même un petit bateau pour continuer à naviguer de temps à autre, juste pour le plaisir. Peu de temps après avoir mis leur yacht en vente, Skylar DeLeon les a contactés. Il s'est présenté comme un ancien enfant acteur, connu pour la série Power Rangers, et comme un investisseur immobilier à succès. Il affirmait avoir gagné suffisamment d'argent pour chercher désormais un yacht où vivre avec sa famille et entamer une nouvelle aventure. Tom et Jackie l'ont invité à venir voir le bateau. Lors de leur première rencontre, Skylar a démontré une connaissance surprenante de la navigation, posant les bonnes questions et ne semblant aucunement découragé par le prix. Du moins, pas en apparence. Cependant, malgré son attitude professionnelle, Tom et Jackie ont partagé leurs impressions avec des amis dans l'intimité de leur foyer. Quelque chose chez lui ne leur inspirait pas confiance. Ils ne savaient pas dire quoi exactement, mais ils sentaient qu'il y avait quelque chose de non authentique dans son comportement. Skylar l'a visiblement perçu. Lors de la rencontre suivante, il est venu avec sa femme enceinte, Jennifer, et leur petite fille. Leur présence a apaisé les doutes de Tom et Jackie. Ils se sont dit, quel danger pourrait représenter une jeune famille avec un enfant et un autre en route? Au cours des jours suivants, Skylar est revenu plusieurs fois à discuter avec eux, jouant le rôle d'un acheteur sérieux. Finalement, il leur a demandé d'effectuer ensemble ce qu'on appelle un essai en mer, un test du bateau avant l'achat, ce qui est une étape courante dans la vente de ce type de navire. Ils ont convenu d'une sortie en mer afin que Skylar puisse voir comment le bateau réagissait aux vagues, comment fonctionnait le moteur et dans quel état se trouvait la coque. Le couple a accepté. Ils se sont mis d'accord sur un prix de 450 000 $, incluant tout ce qui se trouvait à bord, la vaisselle, le linge, l'équipement de plongée et 2 kayaks. Ils croyaient que la vente était quasiment conclue. Le 11 novembre, ils ont organisé une fête d'adieu sur le bateau, en compagnie de 2 amis proches et du frère de Tom, Jim. Ils se sont retrouvés près de l'île de Catalina, ont trinqué aux souvenirs et parlé de l'avenir. Ils évoquaient Skylar, sa famille, et leur satisfaction de savoir que leur bateau allait à de nouveaux propriétaires enthousiastes. Ils avaient le sentiment de clore un chapitre de leur vie et d'en ouvrir un nouveau. Ce soir-là, ils étaient heureux et sereins. Skylar les a appelés ce soir-là pour confirmer que l'essai en mer était prévu pour le 15 novembre. Personne ne pouvait alors imaginer que ce serait la dernière fois que quelqu'un les verrait vivants. Après la fête d'adieu sur le Well-Deserved, Tom et Jackie Hawks ne donneront plus aucun signe de vie à leurs amis ni à leur famille. Au début, leur silence n'a pas suscité d'inquiétude. Jim, le frère de Tom, lui-même ancien policier, a pensé qu'ils étaient simplement occupés, peut-être en train de transférer le bateau aux nouveaux propriétaires, de déménager ou d'organiser leur nouvelle vie. Mais au fil des jours, sans aucune nouvelle, l'inquiétude a commencé à se transformer en véritable angoisse. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu quand Jim n'a pas réussi à joindre son frère. Il a essayé à plusieurs reprises, sans succès. Il a également appelé Tricia, une amie du couple qui s'occupait de leurs affaires à terre pendant qu'ils étaient en mer. Elle non plus n'avait aucune nouvelle. Elle avait contacté Tom à plusieurs reprises, car elle lui avait organisé un rendez-vous dans un hôpital pour anciens combattants, mais il ne répondait pas. Jim a alors appelé le fils de Tom, Ryan, qui n'avait lui non plus aucune information. À ce moment-là, Ryan ressentait déjà que quelque chose n'allait pas. Ses parents étaient extrêmement proches de leur petit-fils. Depuis sa naissance, ils appelaient chaque jour pour entendre ses gazouillis, demander comment s'était passée la journée, s'il marchait, s'il riait. Leur dévouement à la famille était sans faille, et ce silence soudain ne correspondait pas du tout à leur personnalité. Ryan a tenté de rester rationnel. Peut-être était-il parti au Mexique plus tôt que prévu.
peut-être était-il débordé à cause du déménagement. Mais son intuition ne le laissait pas en paix. Il a entré le nom de Skylar dans un moteur de recherche, accompagné des mots Power Rangers et acteur. Mais il n'a rien trouvé. Aucune trace d'une quelconque carrière d'acteur. Les parents de Jackie devenaient de plus en plus anxieux. Leur fille appelait sa mère tous les dimanches, sans exception. Lorsqu'elle ne l'a pas fait le dimanche 21 novembre, ils ont su que quelque chose n'allait pas. Une semaine plus tard, toute la famille était d'accord. Si Tom et Jackie ne donnaient pas signe de vie avant le jour de Thanksgiving, le 25 novembre, ils seraient officiellement déclarés disparus. Jim, ancien chef de la police, a décidé de prendre les choses en main. Avant même cette date, il a contacté un ancien collègue du commissariat, et ensemble, ils se sont rendus à la marina de l'île de Lido, à Newport Beach, où le Well-Deserved était habituellement amarré. C'est là qu'ils ont retrouvé le bateau, mais quelque chose n'allait pas. Tom était connu pour être un homme méticuleux. Tout à bord était toujours parfaitement rangé. Pourtant, cette fois, la bâche verte de protection solaire était mal attachée. Un chiffon sale dépassait d'un hublot. Le moteur du petit canot avait été laissé dans l'eau, une chose totalement inacceptable pour Tom, qui n'aurait jamais laissé un moteur s'abîmer dans l'eau salée. Puis, Jim a remarqué quelque chose qui lui a glacé le sang. La planche de surf artisanale de Tom, qu'il avait lui-même fabriquée, était toujours à bord. C'était un objet qu'il n'aurait jamais, au grand jamais, laissé derrière lui s'il n'avait pas eu l'intention de revenir. Jim savait que quelque chose clochait. Il a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. La serrure avait été changée. Il a laissé un message à la porte demandant au nouveau propriétaire de le contacter. Puis il a fait le tour du parking de la marina à la recherche du CRV argenté de Tom. Il n'y était pas. Ce jour-là, il n'avait aucune preuve, mais il avait une intuition. Quelque chose de terrible était arrivé. Et la vérité sur ce qui s'était réellement passé à bord du Well-Deserved allait s'avérer bien pire que ce qu'il pouvait imaginer. Après être rentré de la marina, Jim Hawks n'a pas pu trouver le sommeil. Son instinct était clair. Tom et Jackie n'étaient pas partis de leur plein gré. Dans les jours qui ont suivi, il a contacté la police et déposé un signalement pour disparition. Même s'il n'y avait pas encore de preuves concrètes d'un crime, tous les indices indiquaient que quelque chose de grave s'était produit. La police a rapidement appris que Tom et Jackie avaient récemment vendu leur bateau et a donc décidé de contacter le nouveau propriétaire, Skylar DeLeon. Skylar et sa femme Jennifer ont affirmé avoir payé le bateau en espèces, que tous les documents de transfert de propriété avaient été dûment signés, et que Tom et Jackie étaient simplement partis ensuite. Selon leur version, le couple Hawks avait quitté la marina à bord de leur Honda CR-V grise, prétendument en route pour le Mexique, où ils comptaient chercher une maison. Skylar et Jennifer ne savaient même pas, ou faisaient semblant de ne pas savoir, où ils pourraient se trouver exactement. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi tous les effets personnels de Tom et Jackie se trouvaient encore sur le bateau, y compris la précieuse planche de surf de Tom, Jennifer a répondu qu'ils avaient décidé de les laisser là temporairement, le temps de s'installer. Selon eux, tout avait été fait volontairement, d'un commun accord. Pour la police, rien de tout cela n'avait de sens. Une vente de bateau en espèces sans témoin, sans aucune trace claire, sans le moindre signe que Tom et Jackie aient effectivement quitté la marina. Et tout cela raconté par un homme qui prétendait être un ancien acteur de la série Power Rangers, alors qu'aucune information fiable n'existait à son sujet. Les détectives ont fouillé le yacht Well-Deserved et y ont retrouvé des traces ADN de Tom et Jackie, ce qui était attendu puisqu'ils y avaient vécu pendant des années. Mais il n'y avait ni sang, ni signe de lutte, ni aucune trace évidente de violence. Tout avait été parfaitement nettoyé, même des objets comme des menottes, un pistolet paralysant ou des draps noués, s'ils avaient jamais été là, avaient disparu. Faute de preuves matérielles, les enquêteurs ont essayé de mettre à mal la version de Skylar, en le confrontant au fait que la procuration,
qu'il avait utilisé avec Jennifer pour essayer de retirer de l'argent des comptes de Tom et Jackie n'était pas légalement authentifié. En effet, le couple s'était présenté dans une banque en Arizona pour tenter de retirer une somme importante à l'aide d'un document signé et marqué par les empreintes digitales des soi-disant propriétaires. Mais l'employé de banque avait exigé une confirmation de signature provenant de la banque d'origine à Prescott. Jennifer et Skylar étaient repartis les mains vides, mais leur tentative n'était pas passée inaperçue. C'est justement cette tentative qui a révélé une nouvelle couche troublante de l'affaire. Si Tom et Jackie avaient réellement vendu le bateau de leur plein gré, pourquoi Jennifer et Skylar essayaient-ils d'accéder à leur argent avec une procuration douteuse? Et si cette procuration était bien valide, pourquoi ne pouvaient-ils pas contacter ceux qui l'avaient signé pour le confirmer? Une série d'interrogatoires a suivi, mais Skylar et Jennifer ont maintenu leur version. Tout avait été fait légalement, tout avait été convenu. Pour appuyer ses propos, Skylar a mentionné une troisième personne qui aurait été présente lors de l'essai en mer, un homme du nom d'Alonzo Machin. Il affirmait qu'Alonzo avait aidé à préparer les documents et pouvait confirmer l'ensemble des événements. La police a retrouvé Alonzo. Au début, il a confirmé tout ce que Skylar avait dit. Il a déclaré qu'après l'essai en mer, Tom et Jackie étaient descendus du bateau, qu'ils avaient signé tous les papiers et qu'ils étaient partis joyeusement. Alonzo paraissait convaincant, mais les détectives ont relevé de petites incohérences dans son témoignage. Et lorsqu'ils ont voulu l'interroger à nouveau, il avait disparu. Sa famille a déclaré qu'il était parti au Mexique. 3 mois ont passé sans aucun nouveau développement. La famille de Tom et Jackie n'avait reçu aucun appel, aucun message. Il n'y avait eu aucun mouvement sur leur compte bancaire, aucun signe de vie. Pas de corps non plus. Rien qui puisse déclencher une enquête criminelle formelle. Et pourtant, tout le monde sentait que la vérité n'avait pas encore émergé. Elle restait enfouie sous une histoire soigneusement fabriquée, une histoire qui commençait lentement à s'effondrer. Plus de 3 mois après la disparition de Tom et Jackie Hawkes, la famille peinait à supporter ce silence et l'enquête manquait toujours de preuves solides. Mais ce que personne n'avait prévu, c'était le retour d'un homme que l'on pensait disparu à jamais, Alonzo Machin. En mars 2005, Alonzo est revenu du Mexique aux États-Unis et s'est présenté de lui-même aux détectives. Cette fois, il ne venait pas confirmer la version de Skylar, il venait raconter la vérité. Lors d'un interrogatoire qui a duré 8 heures, Alonzo a dévoilé tout ce qui n'était jusque-là que soupçons et chuchotements. Il a révélé qu'il n'était pas un simple témoin de la vente du bateau, mais un participant clé dans un meurtre prémédité et brutal. Son lien avec Skylar remontait à l'époque où Alonzo travaillait comme surveillant dans la prison où Skylar purgeait une peine pour cambriolage. Avec le temps, ils étaient devenus proches, à tel point qu'Alonzo permettait régulièrement à Skylar de contourner les règles du programme de liberté conditionnelle. Il le laissait sortir plus longtemps que permis, couvrait ses absences, en échange d'argent, ou du moins de promesses d'argent à venir. Après la libération de Skylar, ils ont gardé contact. Alonzo disait que Skylar avait toujours une idée pour se faire beaucoup d'argent, mais que rien ne se réalisait jamais. Il conduisait un pick-up flambant neuf, possédait du matériel de plongée, avait toujours un peu de cash sur lui, malgré plus de 100 000 $ de dettes en carte de crédit. Puis est venue l'idée du bateau. Skylar a dit qu'il avait vu une annonce pour le yacht Well Deserved, qu'il avait pris contact avec les propriétaires et qu'il avait un plan pour les retirer de l'équation et récupérer le bateau. Il a expliqué que Tom et Jackie étaient âgés, qu'ils ne résisteraient pas et que tout pouvait se faire sans accroc. Lors d'une de ses premières visites sur le bateau, Skylar avait remarqué leur méfiance, alors il avait invité Jennifer à venir avec leur petite fille, pour rendre les choses plus crédibles. Ce stratagème, selon le témoignage d'Alonzo, avait même été suggéré par Jennifer elle-même. Quelques jours plus tard, Skylar lui annonçait que la date du Sea Trial était fixée, le 15 novembre. Les préparatifs ont alors commencé sérieusement.
Ils sont allés ensemble acheter 2 pistolets paralysants et 2 paires de menottes. Skylar avait alors précisé qu'il leur faudrait une 3e personne, quelqu'un pour assurer la force physique si nécessaire. Il avait d'abord demandé à son propre père, Big Johnny, de se joindre à eux, mais même lui avait refusé, disant qu'il ne faisait pas confiance à Alonso et qu'il ne voulait pas prendre de risques. Skylar a alors recruté un type du coin qui avait accepté de participer en échange d'une part des gains. Alonso ne connaissait pas son vrai nom, mais il se souvenait qu'on l'appelait CJ. La veille de l'essai en mer, Skylar a tenu un dernier briefing. Il leur a montré des photos du bateau qu'il avait prises lui-même et a expliqué où et comment ils allaient attacher les victimes. Le plan était simple, mais minutieusement organisé. Une fois suffisamment loin des côtes, Skylar et CJ s'occuperaient de Tom, tandis qu'Alonso neutraliserait Jackie. Après les avoir maîtrisés, il les forcerait à signer les documents de transfert de propriété et une procuration sur leur compte bancaire. Le 15 novembre, ils se sont présentés au lieu convenu. Skylar a présenté CJ comme son comptable pour donner une apparence professionnelle à l'affaire. Tom a conduit Skylar sur la passerelle du bateau, tandis que Jackie faisait visiter les cabines à Alonso et CJ. Une fois suffisamment éloigné des côtes, Skylar a enfilé une combinaison de plongée, soi-disant pour inspecter la coque. Ce n'était qu'un prétexte et le signal que l'opération commençait. CJ a fait semblant de se sentir mal et est descendu dans la cabine principale. Skylar l'a suivi pour se changer, puis a appelé Tom à les rejoindre. Dès que Tom est entré, Skylar et CJ l'ont attaqué avec un pistolet paralysant et l'ont jeté au sol. Tom a tenté de se défendre, mais ils étaient 2 contre 1. Jackie, entendant les coups, a essayé de fuir, mais Alonso l'a maîtrisé en utilisant des techniques apprises en tant que gardien de prison. Il lui a mis les menottes et l'a conduite auprès de son mari. Skylar a récupéré du ruban adhésif dans la salle des machines et a bâillonné et bandé les yeux de leur victime. Il a ensuite réglé le pilote automatique du bateau sur des coordonnées préalablement choisies, entre l'île de Catalina et celle de San Clemente. Tom et Jackie, ligotés, ont passé des heures allongés dans une cabine face à face, leurs mains à peine capables de se toucher. Une fois la nuit tombée, Skylar a emmené Jackie sur le pont, lui a retiré le ruban des yeux et a placé devant elle les documents de procuration et de transfert de propriété. Il lui a promis que si elle signait, il serait relâché. Il a fait la même chose avec Tom. Tous 2 ont signé, espérant sauver leur vie. Mais Skylar n'avait aucune intention de les laisser partir. À l'arrière du bateau, il a attaché Jackie dos à Tom, puis les a tous 2 fixés à l'une des ancres du navire. Il a ouvert la trappe à l'arrière du pont et a jeté l'ancre à la mer. Avec quelques secousses de la corde, leurs corps ont été entraînés dans les profondeurs glacées du Pacifique. Dès qu'ils ont disparu sous l'eau, les 3 hommes ont commencé à effacer les traces. Les pistolets paralysants, les menottes, les draps tachés de sang, tout a été jeté à la mer. Sur le chemin du retour, Skylar a appelé Jennifer 2 fois pour lui dire que le plan avait réussi. À 1h du matin, le Well-Deserved est revenu à la marina, comme si de rien n'était. Skylar est rentré chez lui auprès de sa femme enceinte et de leur enfant. Alonso est allé chez ses parents. CJ est retourné dans son appartement. Les corps de Tom et Jackie Hawks n'ont jamais été retrouvés. Après l'aveu d'Alonso, les pièces du puzzle ont enfin commencé à s'assembler. Il ne faisait plus de doute. Tom et Jackie Hawks n'avaient pas disparu volontairement. Ils n'étaient pas partis vers le sud et ils n'avaient pas vendu leur bateau contre de l'argent liquide. Ils avaient été brutalement assassinés en mer. Et ceux qui avaient commis ce crime continuaient leur vie comme si de rien n'était. L'une des questions clés était « Qui était ce mystérieux CJ ?» Alonso ne connaissait pas son vrai nom, mais il a fourni aux enquêteurs un descriptif physique et un surnom. Les enquêteurs ont lancé des recherches parmi les membres de gangs locaux à Long Beach. Rapidement, ils ont associé le surnom CJ à un homme nommé John Fitzgerald Kennedy. Oui, son vrai nom était identique à celui de l'ancien président américain. CJ était un ancien membre du gang Long Beach Insane Crips,
avec un casier judiciaire incluant des infractions liées aux drogues et à la violence. Mais ces dernières années, il semblait avoir changé de vie. Père de 3 enfants, ouvrier dans le bâtiment, il participait à des programmes de prévention de la criminalité auprès des jeunes, faisait du bénévolat à l'église et s'apprêtait à devenir pasteur dans un mois. Mais pour quelques milliers de dollars, CJ n'a pas hésité à monter sur un bateau et à participer à l'assassinat de 2 personnes innocentes. Sur la base du témoignage d'Alonso, les enquêteurs ont eu suffisamment d'éléments pour arrêter Skylar DeLeon. CJ a été arrêté peu après, tous 2 accusés de double meurtre. Mais la vraie question restait, et Jennifer? Depuis le début, Jennifer jouait le rôle de l'épouse aimante et ignorante. Elle a été interrogée plusieurs fois. Elle est restée fidèle à sa version. Tom et Jackie avaient vendu le bateau, tout s'était déroulé légalement, et ils n'avaient plus donné de nouvelles. Même lorsque la police lui a montré qu'ils avaient tenté de retirer de l'argent avec une procuration douteuse, elle a insisté que tout était prévu à l'avance. Mais les enquêteurs pensaient autrement. Jennifer n'était pas une simple spectatrice, elle faisait partie intégrante du plan. D'après Alonso, c'est elle qui avait proposé d'amener leur enfant sur le bateau pour gagner la confiance du couple. C'est elle qui avait eu l'idée de faire signer une procuration aux victimes. Et c'est bien elle qui s'est rendue à la banque en Arizona pour demander à retirer de l'argent sur les comptes de personnes déjà mortes depuis plusieurs jours. Pour toutes ces raisons, les enquêteurs ont décidé d'attendre. Ils savaient que Jennifer attendait un 2e enfant. Ils ne voulaient pas que sa grossesse soit utilisée comme argument de défense au procès. Alors, ils ont attendu l'accouchement. Après la naissance du bébé, Jennifer a été arrêtée, accusée de double meurtre et de conspiration en vue de commettre un homicide. Dans le même temps, un 5e homme a été arrêté, celui qui avait mis Skylar en contact avec CJ. Son identité n'a pas été immédiatement révélée au public, mais son rôle était clair. Il avait servi d'intermédiaire et connaissait le plan. Même s'il n'était pas présent sur le bateau, il savait ce qui allait se passer et il avait délibérément mis en lien l'assassin avec le renfort musclé. Il a été accusé de complicité et condamné à 1 an de prison. Après l'arrestation de tous les suspects, une vaste enquête s'est ouverte. La police a rassemblé près de 40 000 pages de documents, plus de 600 enregistrements audio et plus de 3 000 éléments de preuves physiques. Ils ont analysé les relevés téléphoniques, suivi les déplacements, récupéré des images de vidéosurveillance, notamment dans la banque d'Arizona où Skylar et Jennifer avaient tenté de retirer de l'argent. Ils ont aussi retrouvé le CRV, le véhicule de Tom et Jackie Hawks, qui avait été offert à une tierce personne au Mexique. Cette personne a reconnu avoir reçu la voiture de Skylar. Mais ce qui a peut-être été le plus choquant, c'est la découverte que Tom et Jackie n'étaient pas les premières victimes de Skylar DeLeon. En effet, lors de la préparation du procès, les procureurs ont découvert un autre meurtre, survenu en décembre 2003, presque 1 an avant l'assassinat du couple Hawks. Le chemin de violence de Skylar n'avait pas commencé sur l'océan, mais dans le désert, avec un homme nommé John Jarvis. Alors que le procès pour les meurtres de Tom et Jackie Hawks se préparait, les procureurs ont commencé à relier une affaire jusque-là inconnue du public, un autre meurtre commis 1 an plus tôt. En décembre 2003, le corps d'un homme nommé John Jarvis avait été retrouvé au bord d'une route à Ensenada, au Mexique. Sa gorge avait été tranchée, et les traces de sang indiquaient qu'il avait tenté de fuir après l'attaque, avant de succomber à ses blessures. La police mexicaine avait conclu à un règlement de compte lié à la drogue, et l'affaire était restée non résolue. John Jarvis, surnommé JP, était né en 1958 à Anaheim, en Californie. C'était un homme intelligent, curieux et aventureux par nature. Mais au lycée, il avait mal tourné. Dépendance à la cocaïne et à l'héroïne, démêlés fréquents avec la justice. Il avait néanmoins réussi à terminer ses études, s'était inscrit à une formation de pilote, obtenu sa licence et commencé à voler pour des clients privés.
mais des douleurs chroniques au dos, des opérations chirurgicales et une dépendance aux antalgiques l'avaient replongé dans la spirale. À la mort de son père, tout s'était effondré. C'est durant cette période sombre que John avait rencontré Skylar à la prison de Shell Beach. Ils avaient partagé la même cellule pendant 9 semaines. Skylar avait tiré de lui toutes les informations possibles, sa vulnérabilité, son argent, ses projets de nouveau départ. Peu après leur libération, Skylar avait recontacté John et lui avait proposé une opportunité d'affaires lucrative, un investissement dans un projet au Mexique. Il l'avait convaincu que cela lui rapporterait gros, à condition de verser immédiatement $50 000 comme mise de départ. John l'avait cru. Il avait encaissé sa part de l'appartement familial, pris l'argent et s'était rendu à Ensenada, où il avait été retrouvé mort dès le lendemain. Le lien entre lui et Skylar n'avait été découvert que bien plus tard, pendant l'enquête sur les meurtres des Hawks. Relevés téléphoniques, témoins affirmant les avoir vus ensemble au Mexique et des mouvements d'argent montrant que Skylar avait soudainement commencé à dépenser des sommes importantes après la mort de Jarvis, pour de l'équipement, un pick-up et des cadeaux pour Jennifer. C'est ainsi que Skylar DeLeon s'est retrouvé devant la justice pour 3 meurtres. Le procès de Jennifer Henderson a débuté fin 2006. L'accusation avait constitué un dossier solide contre elle, plus de 2300 lettres échangées entre elle et Skylar durant son incarcération, des appels téléphoniques, des témoins parlant de leur planification commune et surtout le témoignage direct d'Alonso affirmant qu'elle avait participé à chaque étape du crime. La défense de Jennifer soutenait qu'elle avait été manipulée, qu'elle était une bonne chrétienne qui ignorait tout et qu'elle craignait Skylar. Mais le jury n'a pas été convaincu. Après seulement 4 heures de délibération, elle a été reconnue coupable de double meurtre. En octobre 2007, elle a été condamnée à 2 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le procès de Skylar a commencé 1 an plus tard, en octobre 2008. Sa défense n'a pas nié les crimes. Ils ont reconnu que Skylar en était responsable, mais ont affirmé que son comportement était le résultat d'une enfance extrêmement violente et de traumatismes psychologiques. Ils ont parlé des abus qu'il avait subis de la part de son père, de violences sexuelles et de sa lutte avec son identité. Skylar avait, entre autres, affirmé être une personne intersexuée, avoir reçu un diagnostic de cancer de l'utérus et économisé de l'argent pour une opération de changement de sexe. Il avait même tenté de se mutiler dans sa cellule pour être transféré dans une prison pour femmes, mais l'accusation est restée ferme. Skylar n'avait pas tué à cause d'un traumatisme, mais par cupidité. Il avait tué John pour lui prendre $50 000. Il avait tué Tom et Jackie pour voler leur yacht, leur argent et leurs biens. Il avait planifié, joué un rôle, effacé les preuves. Il n'était pas une âme perdue, c'était un prédateur froid et calculateur. Le jury a été unanime. En avril 2009, Skylar DeLeon a été condamné à mort. C.J., John Fitzgerald Kennedy, a également été reconnu coupable des meurtres et condamné à la peine de mort. Alonso Machin, qui avait coopéré avec le parquet, a plaidé coupable pour homicide involontaire, enlèvement et vol. Il a été condamné à 20 ans et 4 mois de prison. Le 5e homme, celui qui avait mis Skylar en contact avec C.J., a été condamné à 1 an de prison pour complicité après les faits. Les corps de Tom et Jackie Hawks n'ont jamais été retrouvés. Pourtant, grâce à la persévérance de leur famille, à des enquêteurs qui n'ont jamais abandonné et au témoignage d'un homme qui a choisi de dire la vérité, justice a été rendue. Skylar et ses complices sont encore aujourd'hui derrière les barreaux, tandis que les noms de Tom et Jackie Hawks restent dans les mémoires comme les symboles d'une vie simple et paisible, brutalement interrompue par un acte de pure cupidité et de mal absolu. En prison, il a changé de sexe, a demandé à être identifié comme une femme à partir de ce moment-là
et a entamé un traitement hormonal. Son nouveau nom est devenu Skylar DeLeon et le système pénitentiaire lui a reconnu le droit à la transition, y compris l'accès aux médicaments et un traitement spécifique au sein de l'établissement. Il a été transféré dans une unité pour femmes, où il purge encore aujourd'hui sa peine. Bien qu'il ait été condamné à la peine de mort pour le meurtre brutal du couple Hawks, Skylar n'a pas été exécuté. La Californie applique depuis des années un moratoire sur les exécutions capitales, ce qui signifie que les condamnés restent dans le couloir de la mort, mais que les exécutions ne sont pas réalisées. Ainsi, Skylar vit toujours derrière les barreaux, attendant l'issue d'un système qui a choisi de ne pas trancher.